on ne sait jamais quand on vient dans un centre interdisciplinaire exactement à qui on parle. Donc, du point de vue disciplinaire, j'espère que je n'ai pas devant moi 25 ou 20 philosophes, parce que vous risquez de trouver le temps long. De l'autre côté, ce que je fais moi-même en tant que philosophe politique, parce que c'est ma discipline, disons, d'origine, c'est de repasser un peu à travers les grands moments, disons, du traitement par la philosophie politique, et la philosophie politique, surtout, disons, d'allégeance anglo-saxonne. Ayant été formé à McGill et à Oxford, j'ai été imprégné par la pensée libérale au sens anglo du terme, c'est-à-dire non pas libérale au sens Parti libéral du Québec, ni libéral au sens néolibéral, mais libéral dans la tradition, disons, qui part d'Emmanuel Kant, John Stuart Mill, jusqu'à John Rawls et d'autres, de repasser un peu à travers donc mes lectures et parfois même mes propres textes pour voir un peu ce qui ne va pas. La raison qui fait que, après avoir pensé à ces questions pendant 2 et presque maintenant 3 décennies, j'ai l'impression que la philosophie politique a du mal encore à cerner adéquatement l'idée de culture et l'importance que la culture a, disons, dans une vision plus large d'une société juste. Alors, j'en suis arrivé à un constat que je vais exposer, disons, au fil de ma présentation. Je voudrais partir par contre donc ma conférence s'appelle « Le multiculturalisme par le bas ». Le mot multiculturalisme, on le sait, et on n'a pas besoin d'être seulement au Québec pour le savoir, est un terme autour duquel plane énormément de confusion. On sait qu'au Québec, dans certains milieux, c'est presque devenu un gros mot. C'est un mot qui sert d'insulte sans même qu'on ait à en donner un contenu précis. À traiter quelqu'un de multiculturaliste, c'est l'insulter sans même savoir exactement ce dont on se fait traiter. Donc je suis, Jean-François Lisée m'a traité dans les pages de la presse il y a quelques années de l'ayatollah du multiculturalisme. Alors je ne savais pas ce qui me vexait le plus, le fait de me faire traiter d'ayatollah. Venant de Lisée. Oui, bon, enfin, on est copains de longue date, donc c'était de bonne guerre. Mais la première chose que je voudrais mettre de l'avant, c'est l'idée qu'au fond, le multiculturalisme, en un sens, n'existe pas. En tant qu'objet de philosophie politique où il y a un isme à la fin, alors quand on regarde les mots qui finissent en isme, que ce soit libéralisme ou communautarisme ou communisme, l'idée du multiculturalisme est une idée qui est un peu étrange en philosophie politique. Après tout, quand on parle d'un isme, on parle de quelque chose qui, précédant le isme, est à promouvoir. Donc le libéralisme est une philosophie qui promeut avant tout les droits individuels, donc la liberté, la liberté individuelle, le communautarisme, l'importance de la communauté. Donc avant le isme, on a une idée, on a une valeur, on a un principe dont on se dit qu'il devrait être en quelque sorte premier, ou première parmi les valeurs à promouvoir dans une société bonne ou dans une société juste. Donc s'il y avait un multiculturalisme, ce serait une théorie selon laquelle ce qu'il faut, le primat, la valeur la plus importante, l'objectif le plus important d'une société juste devrait être de promouvoir et de tenter de maintenir la diversité culturelle dans une société, de tenter de se donner comme objectif, sinon de maximiser ou d'augmenter, du moins de maintenir la diversité des cultures dans une société. Or, j'ai beau chercher, je ne connais pas vraiment de chercheurs pour qui cela correspond véritablement à un objectif ou à l'objectif principal de la philosophie politique, à tel point qu'il serait approprié de l'affubler donc d'un isme. Donc, quand on regarde les principaux penseurs qui ont souvent été traités, ou disons de pères du multiculturalisme, qu'on pense à quelqu'un comme Charles Taylor, qu'on pense à quelqu'un comme Will Kymlicka, donc 2 penseurs canadiens. Je reviendrai plus tard dans un certain détail sur l'œuvre de Kymlicka. Ce que l'on voit, c'est non pas la culture ou la multiculture traitée comme une sorte de valeur qu'il faut promouvoir au-dessus de toutes les autres valeurs. On trouve au contraire que la diversité culturelle est comme une sorte de théorème qui découle de certains axiomes moraux. Mais ce n'est pas la multiculture qui est axiomatique, ce n'est pas la multiculture qui est le point fixe, ou la valeur a priori à promouvoir, c'est plutôt certaines autres valeurs sur lesquelles je reviendrai, dont
la diversité culturelle serait comme une sorte d'implication. Hein. Donc, s'il y a des... Alors, il se pourrait qu'il y ait quelque part des théoriciens pour qui le maintien ou la promotion de la diversité culturelle est un objectif au-delà, plus important que tous les autres. S'ils existent, je ne les connais pas, mais si une telle théorie existait, il me semblerait a priori qu'elle serait fort peu attrayante. Fort peu attrayante, premièrement, parce que le maintien de la diversité culturelle comme valeur absolue aurait, dans certaines conditions, à être établi parfois même contre les volontés des membres mêmes des cultures. Hein? Donc, si on se donne le maintien de la diversité culturelle comme un objectif, il se pourrait qu'il y ait des situations dans lesquelles on est à contraindre des individus qui, disons, ont envie de changer, de s'adonner à des métissages culturels, en leur disant non, non, on va restreindre votre liberté culturelle parce que la diversité culturelle correspond pour nous à un objectif. Une vision qui serait fort peu attrayante. Il y a une vision du multiculturalisme que les opposants du multiculturalisme utilisent souvent pour caricaturer, pour critiquer le multiculturalisme, qui est une sorte de succession ou de juxtaposition de ghettos, hein, de ghettos culturels, dans lesquels chacun vivrait entièrement enfoui dans sa propre culture, n'ayant aucun ou peu de contact avec les cultures extérieures. Donc une vision fort peu attrayante, parce que ce sera un multiculturalisme vu de haut, c'est-à-dire en regardant un tel monde ou une telle société, on verrait effectivement des cultures différentes, mais à l'intérieur desquelles chaque individu vivrait en quelque sorte dans une situation de monoculture. Alors, quel que soit l'angle sous lequel on regarde la question, le multiculturalisme entendu encore une fois comme un isme, c'est-à-dire comme une idéologie politique ou une philosophie politique comparable au libéralisme, au communautarisme ou au communisme ou à d'autres ismes, comme mettant de l'avant une valeur suprême à promouvoir par les institutions politiques, je prétends que le multiculturalisme soit n'existe pas, ou bien s'il existe, correspond à une vision politique fort peu attrayante. Donc, lever cette première confusion me semble important. Hein? On devrait peut-être trouver une autre manière d'exprimer l'idée de multiculture, hein, que par le fait de lui affubler un isme, la multiculturalité ou la multiculture, quelque chose du genre. Alors, le premier point que je voulais amener, donc, j'ai oublié de me donner, vous allez me faire la discipline du temps, là, parce que je voudrais quand même qu'il y ait du temps pour la discussion. Dites-moi quand j'en suis à peu près à 40-45 minutes. Amène-la. Ah, OK. Et je m'arrêterai. Donc, le premier point que je voudrais amener, le multiculturalisme tel qu'on l'entend souvent n'existe pas. Ce qui existe, par contre, ce sont des théories politiques, des philosophies politiques qui mettent d'autres valeurs de l'avant comme étant premières, comme étant fondamentales, et qui ont pour implication une société qui est autre que monoculturelle, une société dans laquelle il y a de fortes chances que se maintiendront des différences culturelles entre les individus. Une question qui se pose est de savoir quelle est l'importance de la culture pour les individus qui justifierait que l'État, qu'un État juste, intervienne, disons, pour altérer ce que serait le simple libre marché des cultures. Hein? On pourrait se donner comme point zéro l'idée que les individus, en interagissant, s'adonneraient à toutes sortes de métissages et à toutes sortes de décisions culturelles qui donneraient lieu à un résultat X sans que l'État n'intervienne. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier que l'État intervienne sur la base de considérations de justice, hein, ou de la société bonne, pour changer le cours, donc, de ce à quoi les individus s'adonneraient s'ils étaient laissés tout simplement à eux-mêmes. Alors, c'est là que je vais commencer, disons, mon petit tour de la philosophie politique, de la manière par laquelle cette question-là a été appréhendée, je dirais, dans le mainstream, si vous passez l'expression, de la philosophie politique, surtout celle que je fréquente, qui est une philosophie politique anglo-saxonne, quoique je ne sais pas si elle est imprégnée, disons, c'est culturellement indexé, disons, du fait d'avoir été écrit surtout par des auteurs anglo-saxons. Peut-être que Guy aura des choses à dire là-dessus. Mais partons, disons, de la manière par laquelle un philosophe politique qui correspond pour moi à une référence presque incontournable sur les grandes questions de la justice sociale, John Rawls, considère la question de la diversité sociale. Et sa manière d'appréhender la question de la diversité sociale consiste à dire la chose suivante.
Écoutez, ce qu'une société juste doit faire, c'est de s'assurer que les droits individuels de tous sont garantis. Parmi les droits individuels, on inclut évidemment les libertés religieuses, les libertés civiques, les libertés politiques, liberté d'association, liberté d'expression. Hein. Une société libre est une société dans laquelle les individus, jouissant donc de l'espace que leur donne le fait de disposer de toutes ces libertés civiques et politiques, les individus vont en arriver à des conclusions très différentes sur les conceptions de la vie bonne, sur les gens avec lesquels ils veulent s'associer, et ça va donner lieu à une société qui est hétérogène. Hein? Ça va forcément donner lieu à une société qui est hétérogène. Donner à des gens rationnels, donner à des gens qui réfléchissent aux questions de la vie bonne, qui réfléchissent aux questions religieuses, spirituelles, etc., le droit de s'exprimer, de s'associer, de discuter, de dialoguer à propos de ces questions avec d'autres, et il en résultera une société où les gens en arriveront à des conclusions très différentes sur toutes ces questions et s'associeront avec des gens qui ont peut-être des conclusions apparentées aux leurs. Donc, la liberté et l'hétérogénéité sont presque indissociables. Une société libre sera une société où régnera une certaine hétérogénéité. Cela dit, nous dit Rawls, tant une société libre est une société où les gens vont tendre à s'associer avec des gens avec lesquels ils sentent qu'ils ont des accointances, avec lesquels ils sentent qu'ils ont des atomes crochus, autant cela pourrait, la liberté peut aussi être un acide, peut aussi être un facteur corrosif de formes traditionnelles de vie qui ne sont maintenues peut-être que par la coercition, que par la coutume. Une fois que les gens commencent à y réfléchir, ils se disent non, moi je n'ai plus envie de faire partie de ce groupe, et il se pourrait, nous dit Rawls, que dans une société libre, certaines formes de vie disparaissent du simple fait des choix libres des individus. Hein? Est-ce que l'État devrait intervenir pour stopper ce processus? Rawls nous dit absolument pas. Hein? La diversité, l'hétérogénéité d'une société doit être le fait des choix librement entrepris par des individus, protégés dans ces choix et dans leurs actions par les libertés, les garanties de droits individuels qui sont reconnues dans nos chartes, etc. Donc, on a une première vision qui nous sert peut-être de point zéro, qui est celle de l'hétérogénéité sociale comme étant tout simplement un phénomène par rapport auquel l'État ne doit avoir ni une attitude positive ni une attitude négative. Encore une fois, la multiculture n'est pas un objectif pour un penseur libéral, c'est quelque chose qui va découler du fait de permettre à des individus rationnels, raisonnables, de discuter, de s'associer, etc. L'État constatera tout simplement l'hétérogénéité qui découlera de cela, imposera peut-être quelque chose comme une condition du tort, les gens qui s'associent autour de formes de vie qui pourraient être délétères pour d'autres, l'État aura la responsabilité d'intervenir au nom des droits de ceux qui seraient affectés de manière délétère par certaines formes de vie, mais au-delà de ça, l'État n'a pas à intervenir dans les choix associatifs, dans les choix culturels que font les gens. Bon, alors, est-ce que tout ça, encore une fois, je disais au tout début que je ne sais pas exactement à qui j'ai affaire, donc est-ce que tout cela est de la... Ça va? Je peux continuer à peu près sur ce... Okay. D'accord. Alors, un moment important, je dirais, dans l'évolution de cette pensée libérale, donc une pensée qui se pose toujours la question... pour que quelque chose soit promu, défendu par l'État contre les choix individuels que les gens pourraient poser, il faut que ces choses que nous défendons aient une importance pour les individus. Hein? S'il y a quelque chose comme une idée métaphysique, morale, qui réunit tous les penseurs qui se disent libéraux, encore une fois au sens que j'ai défini tout à l'heure, faire attention quand on utilise le mot libéral dans un contexte francophone, c'est cette idée que les individus sont ultimement la seule source de valeur morale dans l'univers et que les groupes, les entités collectives n'ont d'importance que dans la mesure où ils ont de l'importance pour les individus qui les constituent. Défendre un groupe contre les intérêts et les droits des individus est quelque chose qui, pour un penseur libéral, relève de l'incohérence. Donc, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut, d'un point de vue, disons, qui adhère largement à cette vision des choses, néanmoins penser que l'attitude laissez-faire d'un penseur comme John Rawls laisse à désirer? Et c'est là qu'intervient un penseur qui, je dirais, a beaucoup marqué l'évolution du débat sur le multiculturalisme. Utilisons quand même ce mot que j'ai voulu
c'est le mot qui nous sert le plus, donc utilisons-le, même si dans un premier temps j'ai voulu montrer à quel point il était problématique. Donc, c'est là qu'intervient un penseur qui, je dirais, depuis presque 30 ans, a marqué, a vraiment défini les termes dans lesquels se pose la question de l'attitude de l'État par rapport à la culture dans la philosophie politique de l'allégeance libérale. Ce penseur canadien, c'est Will Kymlicka. J'utilise pas PowerPoint, je revendique pleinement mon âge et donc je n'ai jamais adhéré à cette technologie, mais si ce nom est étranger pour certains d'entre vous... Vous avez un tableau. Ah ben oui, j'ai un tableau. Il y a une magnifique expression dans les universités anglophones, quand on dit qu'un prof n'utilise pas la technologie, on dit un prof « chalk and talk ». Alors, c'est pas une craie, mais je suis définitivement un professeur chalk and talk. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Will Kymlicka, donc un penseur canadien qui a fait la plus grande partie de sa carrière à l'Université Queen's en Ontario. Kymlicka va complexifier la vision des choses qui nous est présentée par Rawls en faisant un constat qui est au fond très simple, très élégant et quand il est présenté, comme je le ferai, assez intuitif, assez plausible à première vue. Il va dire la chose suivante. Écoutez, un penseur libéral, c'est quelqu'un qui va accorder un certain primat moral à l'individu. Hein, à l'individu et à la capacité qu'a l'individu de se donner lui-même sa propre conception de la vie bonne. Hein, donc, on remonte à des penseurs comme John Stuart Mill, hein, l'individu qui serait en quelque sorte l'artisan de sa propre vie et par rapport auquel l'État a la responsabilité de lui donner du moins l'espace à l'intérieur duquel il peut essayer de se constituer sa propre conception de la vie bonne. Une de mes expressions préférées de la pensée classique libérale, c'est celle de John Stuart Mill. Il faut que l'on permette aux gens suffisamment d'espace pour qu'ils puissent se livrer à des experiments in living, des expériences de vie. Hein, la vie comme une sorte d'expérimentation, évidemment, ça demande un certain espace, certaine liberté, ça demande que l'opprobre que certains pourraient imposer à des manières de vivre qui seraient, disons, minoritaires, qui ne pourraient ne pas conformer aux normes de la majorité, faudrait protéger les gens non seulement contre les volontés politiques de ces gens-là, mais même contre l'opinion, hein, l'opinion qui pourrait faire de sorte que certaines formes de vie pourraient être plus difficilement envisageables que d'autres. Alors, ce que dit Kymlicka, au fond, c'est, écoutez, ce qu'on défend, c'est la capacité individuelle de choisir, de faire des choix. Hein, c'est ça qui est important. Mais, et c'est là que Kymlicka va complexifier la vision de Rawls, on ne fait pas de choix dans une sorte de vide culturel. Hein? Nos appartenances culturelles, les groupes auxquels nous appartenons, nous présentent quelque chose comme des répertoires à l'intérieur desquels nous pouvons façonner nos schèmes de vie, nos manières de voir, de concevoir notre propre vie. L'expression utilisée par Kymlicka, c'est que nos cultures nous fournissent des contextes de choix. Hein, des contextes de choix. Si vous, donc, l'argumentation continue, si vous pensez qu'il est important de promouvoir les conditions dans lesquelles les individus vont être en mesure, donc, de façonner leur propre conception de la vie bonne, il faut bien sûr que vous protégiez leur liberté, très bien, mais il faut également que vous protégiez leur contexte de choix. Si les contextes de choix dans lesquels les gens se trouvent s'érodent, hein, se trouvent corrompus par toutes sortes de forces extérieures, y compris, et là, c'est là où la théorie de Kymlicka devient donc une théorie de la protection des droits des minorités, des droits minoritaires, par le rouleau compresseur que les majorités peuvent représenter pour les minorités, ben, vous n'avez fait qu'une moitié du travail. Protéger les droits individuels, c'est une chose, mais il faut également protéger les contextes dans lesquels les droits individuels vont s'exercer. Pour quelqu'un qui fait partie d'une majorité culturelle, hein, pour un anglophone en Amérique du Nord, pour un Allemand en Allemagne, continuez avec vos propres exemples préférés, la garantie du maintien du contexte de choix ne pose pas problème. Il se fait automatiquement.
Hein? Et il est résistant et résilient par rapport à certaines des pressions, que ce soit l'immigration, que ce soit la globalisation. Il a une certaine résilience par rapport à ces phénomènes-là, qui vont faire que l'anglophone nord-américain, l'allemand en Allemagne, n'a pas à se poser la question de savoir, mon Dieu, comment vais-je faire de sorte, comment allons-nous faire de sorte pour que notre contexte de choix demeure, hein, résiste donc aux différentes pressions qui pourraient lui être imposées. Cela ne va pas de soi pour les cultures minoritaires. Cela ne va pas de soi pour les cultures minoritaires, qui sont beaucoup plus vulnérables par rapport à différents types de phénomènes, hein, que ce soit l'immigration, que ce soit l'impact de la culture globale, etc. Et donc, si l'on pense qu'il est important de maintenir pour les gens leur contexte de choix, dans le contexte de culture minoritaire, il est important, et il est important pour le libéral, qui a à cœur de promouvoir les conditions du choix individuel, de concevoir certaines protections collectives. Hein? On est bien placé pour le savoir ici au Québec. Hein? La culture québécoise, la langue québécoise ne se maintiendra pas dans un statut, dans une situation de libre choix absolu. Je pense que c'est un consensus auquel nous en sommes arrivés dans notre société. Et donc, il est justifiable et peut-être même impératif pour quelqu'un qui a à cœur de promouvoir les conditions du choix individuel, de concevoir et des protections collectives. D'accord? Donc, la théorie libérale va donner lieu à une certaine vision de la multiculture, hein, à partir de ses axiomes premiers. Promouvoir les conditions de choix de l'individu, cela implique de ne pas permettre au rouleau compresseur linguistique et culturel que pourraient représenter les grandes cultures dans le monde d'aujourd'hui, la culture anglophone mondialisée, etc., etc., de ne pas permettre à ce rouleau compresseur d'homogénéiser, hein, le paysage culturel. Bon. Alors, la théorie de Kublika a été, disons, son premier livre paru en 1989, son deuxième livre en 1995, donc ça fait à peu près un quart de siècle qu'on travaille un peu à l'intérieur des termes qu'il a définis. Alors, parmi les questions que les gens vont se poser, alors, une chose que je n'ai pas dite, que je peux mentionner maintenant, Kublika, sa théorie est surtout une théorie des prérogatives, des droits des cultures nationales minoritaires. Hein? C'est une théorie qui s'applique avant tout au Québec, à la Catalogne, à l'Écosse, et à des sociétés qui sont un peu comme celle-là. Des sociétés qui sont en fait complètes, institutionnellement, hein? Qui offrent effectivement à leurs membres des choix à travers tous les domaines de l'expérience humaine, mais qui ont été plus ou moins involontairement incorporés dans des entités politiques plus grandes, dans lesquelles ils sont eux-mêmes minoritaires. Alors, un des reproches qu'on a adressé à la théorie de Kublika, et c'est un reproche que je lui ai moi-même adressé, c'est est-ce que les prémices de la théorie et ses conclusions sont vraiment apparentées l'une à l'autre? Une fois qu'on dit qu'au fond, protéger les conditions de choix d'un individu, c'est protéger les cultures à l'intérieur desquelles, qui lui offrent en quelque sorte des possibilités, gamme de choix, etc., est-ce que cela n'a pas des applications qui sont plus larges que simplement la protection des cultures nationales minoritaires, ou des groupes nationaux minoritaires? Selon Kublika, seules ce qu'il appelle les cultures sociétales, donc des cultures qui sont, encore une fois, comme je le disais il y a un instant, institutionnellement complètes, offrant aux individus une pleine gamme de choix à travers toutes les facettes de l'expérience humaine, sont à même de rencontrer la condition première que j'ai indiquée, c'est-à-dire vraiment d'offrir aux individus des conditions pour l'épanouissement individuel. Il me semble que, quand on regarde encore une fois, et c'est un peu le thème là, que j'espère, disons, dans la deuxième moitié de ma présentation, va commencer à transparaître, quand on regarde la manière par laquelle les gens vivent leur vie culturelle par le bas, plutôt qu'à travers, disons, des catégories philosophiques un peu a priori, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées. Hein? La vie culturelle d'un individu est effectivement peut-être la vie qui lui est donnée du fait d'être un Québécois vivant au Québec en
15. Mais c'est aussi peut-être le fait de vivre dans une certaine municipalité, c'est peut-être le fait également d'adhérer à une certaine religion, etc., etc., etc. Hein, la vie culturelle des gens n'est pas faite uniquement de leur adhésion à une culture sociétale, est faite de leur adhésion à toutes sortes de types de groupes, et peut-être que les applications de la théorie de Kimika vont donc beaucoup plus loin que simplement la protection des cultures nationales, des cultures de minorités nationales. C'est un reproche qui lui a été adressé, et parmi d'autres, et là je vais rentrer peut-être dans la deuxième partie de ma présentation, la critique que que j'essaie de formuler à son endroit, en est une qui touche à une autre facette de la théorie de Kimika, qui est un peu la manière de se représenter la relation de l'individu à sa culture. Il me semble, et c'est sur ce point que je vais développer la deuxième partie de ma présentation, que cette vision des choses, et encore une fois, c'est une vision des choses qui, si j'insiste dessus après 25 ans, c'est parce qu'elle a tellement marqué profondément notre manière de penser à ces questions-là en philosophie politique. Il me semble qu'elle est marquée par deux dimensions, deux propriétés, que je nommerais, premièrement, une certaine vision statique, hein, des cultures, et une vision également marquée par une certaine extériorité de l'individu par rapport à sa culture. Et je m'explique sur ces deux points. Pour caricaturer un peu, mais juste un tout petit peu, vraiment juste un tout petit peu, la manière par laquelle Kimika justifie, du point de vue d'une philosophie politique libérale, d'accorder une certaine importance aux cultures, c'est de dire, écoutez, on n'exerce pas notre agentivité, pour utiliser un terme un peu laid, mais qui est celui que nous avons en français pour rendre compte du terme anglais agency, le fait d'être un agent, le fait d'agir. Hein. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, oui. Comment elle justifie l'importance? L'importance pour l'agentivité de la culture, c'est en disant, écoutez, on n'exerce pas notre agentivité dans le vide, nos cultures nous donnent quelque chose comme un répertoire de choix, un contexte de choix. Hein. L'image qu'on pourrait en tirer, c'est que les cultures sont un peu comme des menus, hein, au restaurant, et les conditions de l'agentivité humaine exigent que nous soyons dotés de menus qui soient relativement consistants, où il n'y a pas juste des desserts, mais également des plats principaux et des hors-d'œuvre. Fin d'analogie, surtout sur l'heure du midi, c'est dangereux de trop faire d'analogie gastronomique. Quand on y réfléchit, il y a quelque chose de plausible là-dedans. Hein? C'est sûr que habitant en 2015 dans une société développée, moderne comme le Québec, il y a certains choix qui s'imposent de manière beaucoup plus réaliste à moi pour exercer mon agentivité que d'autres. Hein? Je peux être un prof de philo et de droit dans une culture comme la mienne. Beaucoup plus difficile de penser que les manières d'être de moine moyenâgeux, hein, pourraient être un choix plausible pour moi, ou que certains choix qui pourraient être plausibles dans des sociétés très différentes puissent se présenter de manière plausible pour moi. Donc il y a une certaine plausibilité à cette vision de la culture menue. Par contre, ce qu'elle met de côté, sur le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que notre agentivité se manifeste non pas seulement par les choix que nous faisons à l'intérieur du menu que notre culture nous propose, mais se manifeste également par la manière que nous transformons notre culture elle-même. La culture n'est pas seulement une condition de choix, elle est également un objet de choix. Hein? Les cultures, et c'est quelque chose que Kimika, d'un certain point de vue, reconnaît. Hein? Il reconnaît que les cultures évoluent, hein? Et il ne pense donc pas que les États devraient faire de droit collectif des outils politiques permettant de maintenir des cultures dans une sorte d'éther inchangeante. Par contre, ce que sa vision de l'agentivité culturelle des individus lui interdit de rendre compte de manière adéquate, c'est le fait qu'en tant qu'agents, hein, nous agissons à l'intérieur de nos cultures plutôt que simplement de prendre de ces cultures des choix que ces cultures nous présenteraient. Une partie de ce que c'est que d'être un agent, c'est de modifier, d'interpréter, et par ces interprétations, hein, de faire de notre culture quelque chose d'abord de vivant, mais quelque chose également de changeant.
Hein? Si les cultures changent, c'est parce que les individus les changent et ne les voient pas simplement comme des répertoires statiques d'options. Hein? Donc, une des dimensions de la théorie Kymlicka, dont nous avons eu du mal à nous extraire, je pense, hein, c'est qu'elle ne nous permet que difficilement de penser ce que j'appelle dans d'autres de mes écrits l'agentivité culturelle. L'agentivité culturelle. Le fait que nous sommes non seulement des agents dans nos cultures, mais nous sommes des agents de nos cultures, pour utiliser une distinction qui, j'espère, sera claire. L'extériorité dont je parle, donc une vision statique, les cultures, on a du mal à se représenter à travers les outils que nous donne Kymlicka ce par quoi les cultures changent. Elles changent par les choix que font les individus, par les interprétations que les individus font de ces cultures et par les transformations que ces interprétations occasionnent. Une autre dimension, et c'est peut-être au fond la même chose que de parler du caractère statique et de parler du caractère extérieur, la vision de la culture comme un simple répertoire de choix représente la culture comme étant quelque chose un peu d'extérieur à moi. Je suis un agent, et à partir de mon agentivité, je sélectionne les options qui me sont présentées, plutôt que de voir la culture comme quelque chose qui conditionne mon agentivité, qui fait de moi le type d'agent que je suis. Il me semble, encore une fois, quand on lit, quand on met de côté nos livres de philo, puis qu'on se met à lire de l'ethnographie et de l'anthropologie, chose que j'ai commencé à faire davantage pour des raisons que je vais indiquer dans un instant ces dernières années, on se rend compte que cette vision extérieure de la culture et de l'agentivité pose problème. Hein, pose problème. Nous ne sommes pas des agents qui choisissons des systèmes culturels, nous sommes des agents fortement formés par nos cultures. Alors, il me semble que cette vision un peu statique et extériorisante de la relation entre l'individu et la culture nous interdit d'appréhender à leur juste valeur certains phénomènes et certains débats que nous avons eus dans la société québécoise et ailleurs me semblent difformés, me semblent mal constitués du fait d'adhérer implicitement à cette vision des choses. Je vais vous donner un exemple qui nous ramènera peut-être un peu, tout ce que je vous raconte est peut-être un peu abstrait, ramenons-le un peu sur Terre en utilisant un exemple qui continue de nous occuper ici au Québec. Pensons au débat sur le voile. Hein, pensons au débat sur le voile islamique. Une autre implication d'une théorie comme celle de Kymlicka consiste à dire la chose suivante. Certains d'entre vous qui me suivez encore, j'espère que vous me suivez tous à peu près encore, pourriez me dire, écoutez, comment est-ce que Kymlicka répondrait à quelque chose comme l'objection suivante? Si on est un Québécois dans une petite société de 7 millions de personnes dans l'Amérique du Nord qui en compte 350 millions, on pourrait tout aussi bien continuer à avoir une gamme d'options pleine et complète et adéquate par l'assimilation. Après tout, une culture massive comme celle des Amériques continuerait à nous donner une vaste gamme de choix à travers tous les domaines de l'expérience humaine. Si c'est ça qui importe, si c'est ça qui importe, si c'est cela qui fait l'importance des cultures pour les individus, on n'a pas d'objection à l'assimilation. Quand l'assimilation nous mènera vers une culture, par hypothèse, plus grande que la nôtre. En termes, quand je dis plus grande, là on s'entend, je dis plus grande en termes purement quantitatifs. Alors, la réflexion de Kymlicka, pour la pousser un peu de l'avant, consiste à invoquer la norme de l'égalité. La norme de l'égalité. Pensez à une situation dans laquelle on est beaucoup plus habitué à penser à ce genre de situation. On ne traite pas les gens de manière égale en les traitant de manière identique. Pensez à une personne qui a un handicap physique. Une personne qui a un handicap physique, l'accommoder, faire de sorte qu'elle puisse faire des choses importantes comme se déplacer, jouir de ses droits de mobilité au même titre que des personnes qui n'ont pas de handicap lié à la mobilité. Cela veut dire non pas de lui imposer la norme des personnes qui peuvent se déplacer, qui peuvent marcher, etc. Cela veut dire l'accommoder. De la même manière, dire ce que je viens de dire à une personne qui fait partie d'une culture minoritaire, écoute, tu pourrais très bien t'assimiler. Cela revient à imposer à un individu un fardeau qu'on n'impose pas à la majorité.
Hein. La majorité, elle, n'a pas à changer sa culture afin de pouvoir se prévaloir, disons, de ses intérêts, de pouvoir satisfaire ses intérêts les plus fondamentaux. Pourquoi le demanderait-on à quelqu'un qui a le handicap, hein, en quelque sorte, pour que l'analogie devienne plus claire, d'avoir été né dans une culture qui est plus petite sur le plan numérique. Donc, l'objection à l'assimilation passe par l'idée de l'égalité. Une des choses que cette analogie finit par véhiculer, c'est l'idée que la culture est quelque chose qui caractérise les gens sans que leur choix soit impliqué. Hein, sans que leur choix soit impliqué. Alors, pensez un peu à la manière par laquelle le débat sur le voile a été mené au Québec et ailleurs ces dernières années, donc pour revenir un peu sur Terre. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, les femmes, c'est une obligation, disons, c'est une obligation religieuse absolue que de porter le voile. Dire à une femme qu'elle doit retirer son voile afin d'occuper certaines fonctions publiques ou afin même de se présenter dans la rue pour utiliser, aller à l'extrême que certains ont défendu, ben ce serait un peu comme, disons, ne pas accommoder une personne qui se déplacerait en chaise roulante. Ce serait un peu comme nier un fait fondamental à propos de cette personne que de l'obliger de faire le choix entre son voile et le fait de pouvoir participer pleinement à la vie publique. De l'autre côté de la médaille, on a des gens qui vont dire, écoutez, le voile est un choix. Hein, le voile est tout simplement un choix. Il y a quelque chose de condescendant et de paternaliste, diront donc ces gens. Je prends les voix des protagonistes que j'imagine dans le débat, hein, donc il faut faire attention, des fois on se fait prendre à dire des choses que l'on ne fait qu'évoquer. J'évoque la position de gens avec qui je ne suis pas d'accord. Écoutez, vous êtes condescendant et paternaliste à l'endroit de ces femmes, hein, en leur niant leur agentivité. Vous présentez le voile qu'elles portent comme si c'était une fatalité, comme si c'était quelque chose d'aussi imposé que l'est un handicap physique. Or, c'est un choix. Hein, c'est un choix. Les gens devraient, quand ils font des choix librement entrepris, assumer et accepter les responsabilités et les conséquences de leur choix. Hein, accepter les conséquences de leur choix. Alors, évidemment, la position que je viens de dépeindre en est une avec laquelle j'ai que très peu de sympathie. Par contre, il est, je crois, difficile et embarrassant pour la personne qui est contre la position que je viens de dépeindre de défendre les femmes voilées en leur niant leur agentivité. Non, non, elles n'ont pas le choix. Hein, il faut les accommoder parce qu'elles sont en quelque sorte de simples victimes passives d'une culture qui leur est imposée, plutôt que d'en être elles-mêmes les agentes. Or, quand on commence à regarder un peu l'ethnographie du voile, hein, et qu'on se met à lire des gens comme ma collègue Valérie Amiro à l'Université de Montréal ou d'autres qui se sont donné le mal d'aller parler, hein, à des femmes qui portent le voile, on se rend compte que le plus souvent, en Amérique du Nord, hein, quand on regarde des femmes dans des pays occidentaux, hein, le voile correspond non pas à une fatalité, hein, le voile correspond à un choix d'interpréter la culture de certaines manières. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on lit les travaux de Valérie, quand on lit les travaux d'autres chercheurs ethnographiques qui ont cherché de comprendre le choix que les femmes faisaient de porter le voile? Ben, on entend toutes sortes de choses. On entend par exemple des jeunes filles dire « c'est ma manière de me révolter contre mes parents ». Hein, qui ont été trop loin, à mon avis, dans la direction de l'abnégation par rapport à notre culture d'origine. On entend des choses parfois beaucoup plus subtiles et nuancées. Écoutez, je suis une féministe à l'intérieur de ma culture. Hein. J'essaye de faire des choses, de faire de sorte que ma culture évolue de l'intérieur, mais une condition de ce que je sois pris au sérieux comme une interlocutrice dans ma culture, c'est de ne pas en rejeter de manière complète tous les signes et tous les symboles. Michael Walzer, un philosophe que Guy et moi avons tous les deux fréquenté à notre époque, avait eu cette belle phrase à un moment du critique interne. Internal critic. Hein? Le critique interne, c'est quelqu'un qui va critiquer une culture, une pensée de l'intérieur. Hein? Il ne s'agit pas donc d'avoir par rapport à cette culture une attitude de surplomb, de la rejeter du revers de la main, hein? Mais plutôt de prendre position à l'intérieur d'elle,
afin d'utiliser les valeurs qui leur sont intérieures pour pointer du doigt certaines choses qui n'ont pas d'allure. Hein? Alors, on trouve, quand on parle aux femmes voilées, non pas un simple libre choix, disons, qui pourrait aller d'un côté comme de l'autre, non pas non plus une fatalité, c'est comme si le voile était une sorte de handicap, on voit des choix stratégiques, hein, qui font preuve de l'agentivité culturelle des femmes. Hein? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Une des manières par lesquelles nous nous manifestons comme agents dans le monde, ce n'est pas simplement en traitant nos cultures comme des espèces de menus nous présentant des options de vie, c'est également en interprétant, en réinterprétant, parfois de manière subversive, la culture elle-même, hein? Comme une manière de nous l'approprier et de la faire évoluer. J'ai passé un certain temps sur le débat sur le voile pour rendre mon propos un peu abstrait, un peu plus concret. Mais le point théorique que je voulais amener en utilisant cet exemple consiste à dire que cette position mitoyenne entre, d'une part, la culture comme handicap qui nous est imposée par la fatalité et, d'autre part, la culture comme simple choix que l'on peut faire de manière libre, comme je peux décider de prendre ou non un café, il y a une option mitoyenne qui me semble être celle qui, sur le plan ethnographique, est la plus plausible, qui est celle de l'agentivité culturelle. Hein, voir notre culture non pas comme quelque chose qui nous est imposé, ni comme quelque chose par rapport auquel on peut avoir des attitudes purement subjectives et volontaristes, mais comme une sorte de matériel par lequel nous travaillons notre agentivité et de ce fait par lequel nous travaillons les cultures elles-mêmes. Alors, j'ai dit que je voulais m'arrêter au bout d'à peu près 45-50 minutes, donc à moins que la montre de Guy n'avance de manière... Guy, est-ce que ta montre fonctionne à peu près correctement? Il me semble qu'il nous faut un nouveau départ qui représente la relation entre l'individu et la culture d'une manière un peu différente, d'une manière qui accepte un peu donc l'idée que la relation culture-agentivité doit être pensée un peu de la manière que je viens de le faire. Comment procéder? Comment procéder? Je voudrais peut-être terminer dans les dernières 5 ou 6 minutes que je prendrai avant de passer à la discussion. Je voudrais changer complètement de registre. Alors, j'ai dit au fond, ce que j'ai dit au fond, c'est une sorte de mea culpa disciplinaire, Guy appréciera, le mea culpa disciplinaire du philosophe, qui a parfois peut-être un peu trop tendance à voir et à interpréter ce qu'est un agent, et donc la valeur qui se rattache à l'agentivité, d'un point de vue un peu a prioriste et philosophique, ne tenant peut-être pas suffisamment compte de ce que l'ethnographie, ce qui revient au fond à dire parler aux gens, nous apprend sur l'agentivité, et en particulier sur la relation agent-culture. Alors peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose de penseurs ailleurs qu'en philosophie, qui ont un peu pensé à la question de l'agentivité. Là, je voudrais peut-être terminer ma présentation en réfléchissant un peu avec notre collègue et ami Gérard Bouchard. Gérard, comme vous le savez tous et toutes, a proposé, c'est un fait qui attendait une théorie, hein, que le Québec se distingue dans sa manière de gérer la diversité culturelle, en n'étant pas une société multiculturelle, mais en étant une société marquée plutôt par l'interculturalisme. Quand je dis que c'est un fait qui attendait une théorie, je veux dire que nous utilisions les mots avant de savoir exactement de quoi ils retournaient. Et Gérard nous a rendu de très grand service de nous proposer une interprétation de ce qui était au départ qu'une simple affirmation. Qu'une simple affirmation que certains pluralistes québécois utilisaient parce que d'un côté, ils aiment bien la diversité culturelle, d'un autre côté, se faire taxer de multiculturaliste canadien dans le climat politique québécois actuel, c'est se faire reléguer au banc des personnes qui sont parlables, et donc l'interculturalisme, ça va-tu? Oui, ça va aller. Mais on n'avait pas vraiment de théorie de l'interculturalisme. Et Gérard nous en a proposé une, d'abord dans ses travaux à la commission Bouchard-Taylor, et de manière beaucoup plus complète et exhaustive dans les essais, et ultimement dans le livre qu'il a produit il y a à peu près 2 ans sur l'interculturalisme. Alors, le livre est un ouvrage de sociologue. C'est quelqu'un, Gérard est un sociologue, et en tant que sociologue, c'est quelqu'un qui
appréhende dans un premier temps la question de la diversité culturelle et des relations entre les minorités culturelles et les majorités par le bas. Hein, encore une fois, pour reprendre le thème de mon exposé, plutôt que par une sorte de surplomb théorique. Mais je dois relever une ambiguïté dans... je ne sais pas si tous ont lu le livre de Gérard. Alors, le livre de Gérard, essentiellement, consiste à dire que la différence, en étant extrêmement rapide avec un livre qui a énormément de nuances et énormément de subtilité, le livre de Gérard consiste à dire la chose suivante. Le multiculturalisme, alors, je pense qu'il travaille avec une vision très caricaturale du multiculturalisme canadien, mais essentiellement, l'idée est que le multiculturalisme cautionne le cloisonnement. Cautionne le cloisonnement entre les cultures, alors que l'interculturalisme, lui, est une théorie qui constate que, de fait, dans une société libre, les cultures vont avoir tendance à s'interpénétrer, hein, et à se modifier du fait de leur contact. La culture majoritaire comme la culture minoritaire, comme les cultures minoritaires. Hein. Sociologiquement, il est impossible d'imaginer une société à peu près décente, là, à peu près libre, dans laquelle le contact entre les gens n'est pas porteur de changements de ces cultures. Et parfois des changements qui sont... qui ressemble à des non-changements. Un exemple qui n'est pas celui de Gérard, mais que j'utilise souvent dans ces contextes, dans mes cours, est celui des, pour ceux d'entre vous qui, c'est peut-être moins une réalité de Québec, certainement une réalité de certains quartiers montréalais, on dit souvent que les Juifs ultra-orthodoxes qui habitent, disons, entre le Mile End et Outremont à Montréal, sont des gens qui, entre guillemets, vivent comme s'ils étaient encore dans un village polonais du 18e siècle, avec des habits de l'époque, parlant le yiddish, hein, etc. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est, écoutez, là, si vous voulez voir des vraies figures de la modernité, ce sont ces gens-là. Le fait qu'ils vivent en plein cœur, hein, d'un des plus grands centres urbains du Canada, qu'ils sont entourés par des hipsters d'un côté, des bourgeois d'Outremont de l'autre, des immigrants portugais de l'autre, ça n'a pas échappé à leur attention. Hein. Ils ont des yeux et des oreilles et ils en sont conscients. Hein. Vivre comme ils le font, hein, ce n'est pas quelque chose comme simplement de se laisser couler dans une culture vieille de plusieurs siècles qu'on ne remet en question. C'est à peu près le geste le plus volontariste que l'on peut poser. C'est une réaction stratégique à la culture qui les entoure. C'est une modification de cette culture. Jamais il n'y a eu une orthodoxie aussi orthodoxe que celle des Juifs ultra-orthodoxes quand ils vivaient dans leur shtetl de Pologne. Si j'avais le temps de développer le point, et je ne l'ai pas, je vous dirais que l'ultra-orthodoxie est une modification réactive à la culture environnante plutôt que d'être une véritable orthodoxie. Donc, je reviens à Gérard. Gérard Bouchard. Gérard nous dit qu'au fond, l'interculturalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'acceptation du fait que, premièrement, les cultures, en interagissant, vont se modifier les unes les autres, et que dans une culture où il y a, alors, sociologue, il nous dépeint toutes sortes de cas de figure possibles de minorité-majorité, hein, de rapport minoritaire-majoritaire. Le Québec est un de ces cas de figure où il y a une culture majoritaire qui est numériquement très importante, avec beaucoup de groupes minoritaires qui l'entourent. Sociologiquement, il y a fort à parier, hein, que la culture majoritaire exercera une sorte de force centripète, hein, que la culture majoritaire aura un impact beaucoup plus grand sur les cultures qui l'entourent que les cultures qui l'entourent sur la culture majoritaire. Constat sociologique. Et je pense que, nonobstant ce que pensent certains de nos commentateurs actuels qui estiment que la culture québécoise est en danger mortel du fait de la diversité culturelle, je pense que si on regarde les choses de manière un peu plus froide, on constate effectivement que les cultures minoritaires sont beaucoup plus travaillées par la présence de la majorité que la majorité n'est travaillée par elle. La question qui se pose est de savoir, est-ce que c'est un simple constat sociologique ou y a-t-il une certaine normativité morale que Gérard voudrait importer à ce fait? Est-ce que c'est tout simplement un constat ou est-ce que c'est quelque chose qui relève du droit? Hein? Est-ce que c'est tout simplement une prédiction ou au contraire devons-nous mettre en place des conditions qui permettront à la culture majoritaire de se maintenir
malgré les pressions que peuvent exercer la minorité. Il me semble que dans le débat sur l'interculturalisme, ce serait un autre exposé que je ferai peut-être à un autre moment, il me semble que parmi les chantres de l'interculturalisme, et là, Gérard a légué à la culture québécoise une idée qui a été reprise par toutes sortes d'autres penseurs qui vont faire d'elle des choses très différentes, hein, il y a des réponses qui sont effectivement très différentes. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Le point que je voulais amener, c'est que nous avons besoin de repenser ce à quoi ressemble une société décente, une société juste, par rapport à la diversité culturelle, une fois que nous avons intégré donc cette vision de la culture et de son rapport à l'agentivité, qui n'est pas marquée par donc l'extériorité et le caractère statique que j'ai prêté à la pensée de Will Kymlicka, une fois que nous nous rendons compte du fait que les agents sont des agents, construisent leur conception de la vie bonne, non pas simplement à partir d'un menu d'options que leur présenterait leur culture, mais par le travail même sur leur propre culture, par leur réinterprétation et leur modification donc, de cette culture. Il me semble que nous allons devoir penser le cadre normatif adéquat pour penser la diversité culturelle de manière très différente. À quoi est-ce que cela ressemblera exactement? Ben, il est midi 25, donc je n'ai pas vraiment le temps. C'est le travail auquel je me livre actuellement. Je n'ai pas vraiment de réponse extrêmement ferme à vous présenter, mais j'espère en avoir fait suffisamment. D'abord, pour vous montrer un peu, pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas, disons, vous ne connaissiez pas, disons, la manière par laquelle la philosophie politique a appréhendé l'objet culture dans les 30 dernières années, j'espère en avoir fait assez pour vous indiquer un peu à quoi tout cela ressemblait, et de vous indiquer pourquoi il me semble que nous allons devoir peut-être procéder par une autre voie. Et là-dessus, je m'arrête. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Avant même d'écouter Daniel Weinstock, je me posais des questions à propos du titre. Parce que pour moi, il était très clair que Daniel, c'est le multiculturalisme par le haut. Ça l'a été, oui. Pas au sens que tu as indiqué, c'est-à-dire, là, je commence par les compliments, pas au sens de l'abstraction de la philosophie loin du terrain, mais au sens de l'ambition éthique, de l'ambition normative, c'est-à-dire d'intégrer ça dans un cadre de réflexion libéral pluraliste, dans le respect des interlocuteurs, et donc, parmi l'ensemble des théoriciens qui travaillent sur le multiculturalisme, il me semble très clair que Daniel Weinstock, c'est bien sûr le multiculturalisme par le haut. Mais le contenu de la présentation d'aujourd'hui, le multiculturalisme par le bas, donc ma manière de procéder, ça a été d'écouter Daniel, de ne pas préorganiser un commentaire avant, mais de structurer le commentaire à partir de la présentation qui a été faite. Et donc, il y a peut-être une idée de fond dans mon commentaire à laquelle je vais essayer de mettre un peu de chair. Et c'est, je veux vous inviter à réfléchir et inviter notre conférencier à réfléchir à la capacité de la philosophie ou à la capacité d'une société, dans quelque sorte, hiérarchiser ses principes normatifs, ses droits, s'autoriser à identifier quelque chose comme des valeurs suprêmes, des valeurs absolues. Donc, mon point, ça va être d'essayer de confronter Daniel avec certains glissements dans son propos même et dans la tradition philosophique qu'il représente. Tradition qui, à certains égards, à certains moments, n'est pas capable de résister à la tentation d'imposer une certaine hiérarchie des normes, hiérarchie des droits, hiérarchie des valeurs. Donc, commençons de cette manière-là. Vous avez vu quand Daniel, au départ, dans son exposé, s'est posé la question, est-ce qu'on peut parler d'un isme qui serait le multiculturalisme, semblable à d'autres ismes? Il a bien insisté, nous en serions capables s'il y avait des gens qui, de manière cohérente, se réclamaient de l'idée, ce sont ces thèmes de la diversité ou du multiisme comme valeur suprême ou valeur absolue. Or, pour moi, si on renonce à l'idée de valeur suprême, de valeur absolue,
de possibilité même d'une hiérarchie normative a priori. Il me semble que c'est à l'idée même de valeur absolue, de valeur suprême qu'on devrait renoncer. Mais il y a des libéralismes, dont celui de Rawls, qui ont de la difficulté à renoncer à l'idée d'une hiérarchie semblable. Kymlicka est aussi un des héritiers de Rawls de ce point de vue-là. Et j'aimerais montrer, avec un exemple très concret, tiré de la société québécoise, que ça peut amener des problèmes à ce libéralisme-là. Donc, Daniel a commencé avec John Rawls. Il a été assez généreux avec Rawls, parce que oui, le libéralisme de Rawls est un libéralisme qui, dans le fond, considère que la société qui découlera de ses principes sera une société hétérogène, mais comme il l'a indiqué implicitement, c'est une société qui s'appuie sur postulat d'homogénéité linguistique et culturelle, si je la comprends bien. Et en tout cas, il me semble que l'élargissement du libéralisme rawlsien par la génération de Kymlicka, ça a été justement une tentative pour libérer le libéralisme rawlsien et ce qu'il avait à donner normativement d'un certain carcan d'homogénéité linguistique et culturelle. On a peut-être réussi à libérer chez Kymlicka le libéralisme de Rawls d'un tel carcan, mais on ne l'a pas libéré de ce que je considère être le problème. C'est-à-dire que c'est un libéralisme qui considère qu'il doit y avoir une hiérarchie sur le plan des principes normatifs. Donc, je ne vous fais pas tout le modèle, mais chez Rawls, dans les principes de justice, il y a une hiérarchie et il y a nécessairement, si on veut, à l'intérieur de cette hiérarchie-là, et chez Rawls on l'accepte, reconnaître que certains principes de justice, certaines catégories de droits peuvent être limités, eh bien, ils ne peuvent l'être que dans le respect de la hiérarchie en question. Parfois, ça peut amener à des difficultés, même pour des libéraux rawlsiens de bonne foi et en contexte avec ce qui se passe dans le bas. Et l'exemple que je vais maintenant donner de Kymlicka est une illustration de ça. Daniel a bien montré, avec l'idée du concept de contexte de choix, comment Kymlicka s'y était pris pour élargir le libéralisme rawlsien, mais dans la mesure où lui-même garde la priorité ou la hiérarchie normative des libertés individuelles fondamentales, eh bien, parfois, en contact avec des difficultés normatives concrètes, Kymlicka est placé devant des positions, des dilemmes intéressants. Le dilemme intéressant, le dilemme fondamental, les catégories qu'on doit employer pour faire un peu de chalk and talk à la mode McGill. Protection externe, restriction interne. La contribution de Kymlicka, l'élargissement du libéralisme, ça a été de dire, écoutez, quand on regarde la manière dont ça fonctionne dans les sociétés, et en particulier là où il y a des cultures nationales minoritaires, au nom de la protection des répertoires qui permettent à des individus de faire des choix. Donc, Kymlicka arrive et dit, il est entièrement légitime, d'un point de vue libéral, de faire en sorte que des minorités nationales puissent disposer de protection externe. Contre l'intervention, par exemple, de la majorité dans l'État angloman, au sein de leur, à l'encontre, dans le fond, de comment ça se passe à l'intérieur de leur culture sociétale. Cependant, Kymlicka change d'attitude quand vient le temps des restrictions internes que des cultures sociétales pourraient mettre à l'intérieur de la capacité des choix des individus, des citoyens au sein de la culture sociétale en question. Prenons un exemple très précis, très concret de ce que Kymlicka reconnaît lui-même comme étant une restriction interne. Pour ceux d'entre vous qui vivez au Québec et qui ont à un moment donné à se demander qu'est-ce qui va se passer pour la fréquentation scolaire de leurs enfants, pour ceux d'entre vous qui êtes à peu près dans une situation comme la mienne, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école publique de langue anglaise au Québec.
comme je l'ai enseigné souvent à Calgary et ailleurs, je suis entièrement libre d'envoyer mes enfants à l'école anglaise à Oxford. Je suis entièrement libre de payer 25 000 $ pour que mes enfants aient à l'école anglaise à Montréal. Mais, merci, mais je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école anglaise subventionnée au Québec. Cela, ça s'appelle une restriction interne. Parce que, comme Rawls, il travaille à l'intérieur d'une tradition qui installe la prépondérance de la hiérarchie des libertés fondamentales comme principe éthique supérieur, valeur suprême, valeur absolue. Dans sa philosophie, Kimmnicka est incapable de présenter une justification normative forte pour l'existence de restrictions internes semblables. Et il me semble, j'utilise cet exemple-là à l'intérieur de mon temps, que cette incapacité-là est, dans le fond, le talon d'Achille des libéraux déontologiques à la Rawls, à la Kimmnicka, et donc je serais curieux d'entendre le point de vue de Daniel là-dessus. Je termine en 1 minute avec l'exemple que Daniel a employé à la fin. Il me semble que justement, dans le multiculturalisme libéral ou le libéralisme multiculturaliste et l'interculturalisme que propose Gérard Bouchard, pas encore de manière complète, mais ce que fait Gérard Bouchard avec son concept d'interculturalisme, qu'on n'a pas encore suffisamment approfondi normativement, c'est d'être à la recherche d'identifier quelque chose qui serait une justification normative forte dans une société pluraliste pour être capable de défendre ici et ailleurs sans trembler que c'est quelque chose qui est cohérent à l'intérieur d'une position libérale dans le contexte de la société québécoise au 21e siècle que de défendre le principe, la légitimité normative de quelque chose comme des restrictions internes semblables. Le multiculturalisme libéral ne le fait pas. L'interculturalisme par le bas de Gérard Bouchard ne le fait pas encore parfaitement, mais nous sommes en train de cheminer peut-être pour le trouver. Et avec Daniel et vous aujourd'hui, j'espère qu'on va progresser encore maintenant et dans les prochaines semaines et mois pour y arriver. Continuons à discuter du multiculturalisme par le haut et par le bas avec Daniel Weinstein. Merci. Peut-être prendre 30 secondes parce que je serais très curieux d'avoir les... oui, sur la question de... Alors, la distinction que Guy a présentée entre restrictions externes et entre protection externe et restriction interne est effectivement importante et c'est un des points sur lesquels Kimmnicka patine beaucoup. Il y a un petit texte de Kimmnicka dans lequel, en fait, il défend les restrictions internes en matière scolaire, mais en les transformant en protection externe. Il dit essentiellement, écoutez, l'anglais, au fond, le rouleau compresseur de l'anglais en Amérique du Nord et dans le monde de plus en plus, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Et donc, de dire à des gens à l'intérieur qu'ils ne peuvent envoyer leurs enfants qu'à l'école française, à moins que les conditions qu'on connaît, c'est en fait une restriction externe. Il me semble que, effectivement, c'est une manière de sauver les apparences, parce que je pense que dans ses intuitions profondes, Will est quelqu'un qui veut que les Québécois puissent continuer à vivre en français, mais tu as raison, que disons, son propre cadre normatif lui impose de faire énormément de patinage artistique pour y arriver. Le point plus important sur lequel, c'est pas un point sur lequel... Mais parlons-en quand même. Il y a deux manières, il me semble, de justifier il y a plusieurs manières de les justifier, mais il y a deux manières qui pourraient être audibles dans un cadre très largement libéral. Il y en a un qui est peut-être pas suffisamment mis de l'avant. Il y a une manière de justifier, peut-être qu'ultimement, ce sont plus des questions de rhétorique et de stratégie que de justification philosophique profonde. Une manière de défendre nos lois linguistiques consiste à dire « nous devons nous protéger de vous ». Hein? Vous êtes... Pas vous, là. Votre français me fait penser que... vous êtes un danger. Hein? On est bien content de vous avoir ici. Hein? Vous êtes bien gentil. Mais on veut quand même se protéger de vous. Une autre manière de le faire consiste à dire que la capacité des gens
qui vivent au Québec, quelles que soient leurs origines, de pouvoir participer à la construction, la reconstruction et la re-reconstruction d'une culture québécoise moderne en mutation constante passe par la nécessité de pouvoir maîtriser son principal outil de construction qui est sa langue. Hein? Et donc, il me semble que c'est une manière, du moins sur le plan de la rhétorique plus, disons, inclusive, de justifier une loi linguistique, consiste à dire que ça nous prend un outillage commun pour construire quelque chose de commun. Je crois qu'il y a peut-être plus que simplement un argument de simple rhétorique. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental à justifier les restrictions scolaires par la voie de ce qu'elles représentent de commun, plutôt que par la voie du danger. Mais je ne voudrais pas abuser de mon temps. Parfaitement d'accord avec l'idée que il nous va falloir continuer à réfléchir disons, à continuer l'approfondissement de l'idée de l'interculturalisme qui n'en est pour l'instant qu'à, disons, ses balbutiements. Si on prend le livre de Gérard comme étant, disons, quand on regarde tous les développements qui ont été issus d'un livre comme celui de Kimlicka ou d'un livre de Rawls, par rapport au livre de Gérard, on n'en est qu'au tout début, là, et je pense qu'il mérite au Québec que nous nous y attardions encore davantage. Alors, j'inviterai l'assistance à pouvoir poursuivre cet échange, poser des questions, intervenir. On a été interpellés sur plusieurs points, beaucoup de questions. Oui, il y avait deux mains qui se sont levées dans ce coin-ci avant la mienne. Avant? Oui. Laquelle était la première? La première était Abdelwahid. Vous allez tous passer, je suis sûr. Excusez-moi. Merci Daniel, c'est toujours un plaisir de t'entendre. J'ai eu le plaisir de t'entendre à McGill, où on avait collaboré, enfin on était ensemble sur un même panel il y a longtemps. Je serais très intéressé de t'entendre un petit peu plus sur la question de la gentilité culturelle, parce que c'est une notion qui m'interpelle beaucoup en ce moment justement au Québec. Et dans un article que j'ai publié il y a quelques mois, je propose plus la notion de subjectivation culturelle. Ouais. Donc cette idée non pas de subjectivation, mais l'émergence d'un sujet individuel, mais d'un sujet justement culturel. Mais cette idée de subjectivation culturelle n'est venue non pas en lisant Rawls ou Kimlicka ou Weinstock, mais plus en lisant un philosophe que tu connais probablement mieux que moi, parce que je ne suis pas philosophe, quelqu'un comme Hans-Georg Gadamer et sa notion de tradition et d'autorité. Et je trouve qu'il avait amené, il a beaucoup travaillé ces idées-là, en vérité et méthode, où l'autorité, la véritable autorité, c'est cette autorité qui n'a pas besoin du monde autoritaire pour s'imposer. Il ne parle pas de culture, il parle de tradition, c'est là où vient ma question. Que la tradition a une autorité qui est légitime, et que cette autorité est véritable et légitime parce qu'elle n'a pas besoin de moyens répressifs, qu'elle n'a pas besoin d'un mode autoritaire pour s'imposer, qu'elle s'impose d'elle-même, et qu'elle s'impose parce que le sujet est libre de puiser ce qu'il veut dans cette tradition-là. Et pas seulement ça, comme dirait Ricard, c'est la tradition ne vit que par la grâce de l'interprétation. Et c'est donc cette interprétation qui fait que le sujet est un sujet, parce qu'en interprétant la tradition, non seulement il épuise le sens et les guides pour l'action dont il a besoin, mais c'est grâce au sujet que la tradition est vivante. Et donc, ma question, dans la façon dont tu utilises la notion de culture, et par moment, même si je sens que tu es assez éloigné de ta mère probablement, mais j'ai l'impression qu'il y a une proximité conceptuelle entre la notion de culture et de tradition. Est-ce que je me trompe? Non, certainement, il y a des auteurs... non, j'ai pas d'a priori. D'ailleurs, Chuck serait très heureux d'entendre cette question, hein, lui qui a tenté de nous pas de nous imposer, mais de nous faire apprécier l'importance d'un penseur comme Gadamer. Je pense qu'il y a quelque chose de fécond là-dedans, mais il y a beaucoup de voix qui... un des penseurs qui a été important pour moi lorsque j'ai commencé à essayer de m'intéresser de manière un peu sérieuse à dire des choses un peu moins bêtes et superficielles sur le voile que ce que l'on en dit parfois, c'est un penseur comme Talal Assad.
hein, qui, bon, est très gadamérien. Une autre rencontre qui a été déterminante pour moi, c'est une postdoc, j'ai une postdoc encore actuellement qui travaille avec moi, qui est israélienne, qui travaille sur les droits linguistiques, mais qui a aussi eu la très bonne idée, en plus de se doter d'une thèse de philosophie politique de Oxford, d'avoir un diplôme de linguistique. Et très gentiment, ce qu'elle m'a dit, c'est, écoute, vous savez, vous les philosophes, là, vous avez absolument, quand vous parlez de droit linguistique, vous parlez d'un objet que vous ne comprenez absolument pas. Hein? Encore une fois, on a une vision, un peu comme l'aquiliculture, on a une vision des langues comme étant un peu là, des boîtes noires. On ne sait pas trop ce qui se passe dedans, mais on essaye de défendre le périmètre, sans savoir trop ce qui se passe à l'intérieur. Et elle m'a beaucoup... Une des choses auxquelles je me suis intéressé ces derniers temps, c'est l'agentivité culturelle par le biais de la langue. Hein, par le biais de la langue. Et je pense que ce que vous dites, une autorité qui est imposée de manière non coercitive, qui est reconnue comme une autorité, mais une autorité qui est enabling, comme on dit en anglais, qui permet l'agentivité. L'exemple de la langue est parfait. Bon, la langue française, on est bien placé pour le voir. Pensez d'abord un peu au ridicule consommé que représente l'Académie française, qui est une tentative véritablement de faire une autorité qui serait plus une autorité législative, presque, une autorité juridique, plutôt qu'une autorité culturelle. Bon, tout le monde s'en moque un peu, là, quand l'Académie française dit que la bonne utilisation de tel mot, c'est X, bon, on opine du bonnet, puis on continue à faire un peu ce qu'on continue à faire. La créativité linguistique des humains est quelque chose sur lequel je pense que les philosophes auraient intérêt à s'intéresser. Parce qu'on a un bel exemple là. On parle beaucoup ces temps-ci, on a souvent des débats sur les dérives linguistiques de tel ou tel chanteur ou rappeur québécois. Mais l'autorité de certaines structures fondamentales du français est présente même chez des artistes ou des locuteurs qui font de vastes emprunts à d'autres langues, qui vont parfois avoir l'impression de violer certaines des règles les plus fondamentales. Quand on regarde les structures profondes, on est vraiment dans l'interprétation du français plutôt que dans le déni, hein, d'une autorité traditionnelle. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il me semble que les signes, hein, de cette idée, ou les développements théoriques qui permettent de penser cette idée d'agentivité culturelle, elles sont présentes chez un auteur comme Gadamer, elles sont présentes chez quelqu'un comme Tal al-Assad, mais elle est également présente chez des chercheurs, disons, dans des disciplines plus empiriques, qui ont tenté d'observer par le bas la manière par laquelle l'agentivité des humains est quelque chose qui est rendu possible plutôt que quelque chose qui est mis en danger par cette espèce d'autorité non coercitive de la culture, qui est à la fois quelque chose qui contraint, mais qui, en contraignant, permet l'agentivité parce qu'elle lui donne un objet. J'ai encore un peu moi-même du mal à exprimer l'idée, mais je rejoins... L'émergence d'un sujet libre qui peut agir sur cette même tradition, sur cette même autorité. Oui, oui. Excusez-moi de sortir un petit peu de la boîte noire universitaire, descendre un petit peu sur... Bon, vous avez parlé que le concept, le mot interculturel est arrivé dans l'univers québécois avec Robert Bourassa. Et M. Bouchard arrive 35 ans plus tard pour théoriser là-dessus. Est-ce que la difficulté de restriction interne, on va prendre les termes de M. Laforêt, est-ce que l'anxiété à travailler là-dessus pour les théoriciens n'est pas d'essayer d'anticiper avant que la réalité existe, plutôt que de témoin de la réalité puis de pouvoir théoriser après? Est-ce que vous pourriez dire... Non, il faudrait vous... Dans la mesure où M. Bouchard, 35 ans oui. le concept d'interculturalité qui est arrivé dans l'univers, on dit ça lui a pris 35 ans à arriver à théoriser. Est-ce que les restrictions internes, ça ne pourra pas être une anxiété typique de théoricien qui est loin d'une... tentant d'anticiper sur une réalité qui n'existe pas. Là, et on est en train d'expérimenter sur différentes expériences. Un des penseurs que Guy et moi avons tous les deux fréquenté, Hegel, disait que The Owl of Minerva,
La La chouette de Minerve. Ne transformer en vol qu'à la tombée du jour. Voilà, qu'à la tombée du jour. Donc, le philosophe est toujours un peu celui qui, les choses s'étant produites, regarde et essaie de les interpréter. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela. Dans la notion d'interculturalisme, écoutez, le multiculturalisme arrive dans le lexique canadien avec Pierre-Éliott Trudeau. Et, bon, à tort ou à raison, on n'est pas là pour faire de l'histoire, les Québécois vont vite interpréter l'idée de multiculturalisme comme une manière, comme une stratégie pour noyer le caractère distinct de la distinction québécoise. Et donc, le mot multiculturalisme est rayé, disons, de la carte du lexique, disons, québécois dès les années 70-80. Or, il y a néanmoins une réalité québécoise qui n'est pas si différente de celle de la réalité canadienne. Oublions les termes. On accueille à peu près 50 000 immigrants par année. On les accueille des quatre coins du monde. Le primat donné aux Français dans le système de pointage fait de sorte que notre immigration retrace en quelque sorte l'Empire français et dans une moindre mesure l'Empire belge. Donc, on se retrouve avec une société qui... on n'est pas... Montréal est loin de Toronto. Toronto, en 2017, deviendra une des premières villes en Occident à avoir une population qui est à plus de 50% faite de gens nés ailleurs qu'au Canada. Pardon? Pardon. Ouais. Je crois que c'est déjà le cas. 2017 m'a été présent, on n'est pas loin, là, 2017 c'est demain. Montréal n'est pas encore rendu là. Par contre, on a une réalité à laquelle on tente de donner un nom. Alors, on a des considérations qui sont purement stratégiques. On veut nommer quelque chose dont le nom le plus naturel correspond à une idéologie qui est vue comme étant hostile complètement aux intérêts du Québec. Donc, alors quand je disais qu'on a inventé un nom avant de développer une théorie, je le pense vraiment, là, que si vous aviez demandé à quelqu'un il y a 10-15 ans ce qu'était de l'interculturalisme, on n'aurait pas vraiment la réponse un peu étoffée que Gérard nous a permis d'avoir depuis après une dizaine d'années. Son livre est le point culminant on aurait eu des éléments. Donc, je suis pas sûr que... Oui, je pense que la philosophie politique essaye de... Comment dire? Elle n'est pas là pour créer la réalité. Elle n'est pas là pour... interpréter. Voilà. Très bien. Je vous comprends très bien. Elle est peut-être là pour faire un peu plus qu'interpréter. Hein? Elle est peut-être là pour donner plus de consistance et donner peut-être un peu plus de consistance à nos intuitions, à nos intuitions. On a l'impression que certains phénomènes sont problématiques sur le plan moral, d'autres sont peut-être plus positifs, et on essaye de rendre compte de ces intuitions dans un vocabulaire qui permet de les systématiser un peu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que telle chose correspond à une dérive qu'il faudrait bloquer, alors que telle autre me semble beaucoup moins nocive? Alors, oui, la philosophie, je ne suis pas un jacobin, là, disons, qui pense que on doit réinventer la société. Je ne suis pas purement, disons, dans le mode d'interprétation non plus. Encore une fois, pour me répéter, la philosophie politique doit tenter de donner une certaine consistance à des intuitions que nous avons, à des jugements que nous faisons sur la réalité, plutôt que d'inventer une autre réalité. Il y avait un autre élément dans ma question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que, donc, vous situez vos propos dans un cadre de libéralisme? Est-ce que c'est pas ce cadre-là qui correspond à une restriction mentale? Peut-être. Disons, pour moi, le libéralisme au sens extrêmement large du terme, et c'est l'idée, et ça c'est Il existe une réalité à l'extérieur de ça. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le libéralisme, au fond, c'est une idée très générale qui est la suivante. Quand on pense à l'État et aux limites, à la justification, mais également aux limites du pouvoir de l'État, de l'exercice par l'État de son pouvoir coercitif. Hein? Et on se pose la question, en fonction de quelle valeur est-ce que l'État devrait agir, en fonction de quelle valeur devrait-il, au contraire, se restreindre d'agir. Un libéral est quelqu'un, au fond, qui va avoir... ultimement, la justification de l'action de l'État doit passer par l'invocation d'intérêts d'individus. Invoquer des intérêts collectifs qui sont irréductibles à des intérêts individuels, c'est quelque chose qui, pour un libéral, est à la limite dangereux. Alors, est-ce que c'est une limitation? Peut-être.
Hein, peut-être. Et je pense que si on poussait très fort sur, disons, au Québec, parmi les nationalistes québécois, je pense qu'on trouverait vraiment, beaucoup de nationalistes qui diraient, oui, le nationalisme est important, pas parce que la nation québécoise a une importance qui transcende les intérêts de ses membres, mais parce que les Québécois les Québécois individuels ont des intérêts qui sont mal servis par l'organisation actuelle du fédéralisme canadien. D'autres qui vont peut-être donner une importance transcendante, une importance irréductible aux individus, à la nation avec un N majuscule. Pour moi, au fond, disons, dans une dernière analyse, utiliser le terme libéral dans son acception la plus large, c'est de dire que même le nationaliste catégorie 1 est un libéral. C'est quelqu'un qui va, dans une ultime analyse, justifier l'action de l'État par les intérêts des individus. C'est pas une restriction mentale au sens où je suis capable d'entendre ceux qui pensent qu'on devrait pouvoir justifier l'action de l'État. Avec l'appui de 60% de la population comme Evo Morales. Il n'est plus un libéraliste, mais il y a 60% de la population derrière lui. Qui ça? Donc c'est légitime. Donc on parle de qui? Evo Morales. Ah. En Bolivie. Il y a l'appui de 60% de sa population, mais l'intervention de l'État pour lui, ça ne se situe pas dans une perspective libérale. Effectivement. Mais est-ce que 60% de la population, ça ne légitime pas son action? Encore une fois, il y a une idée qui est très importante, c'est le libéralisme, c'est pas le majoritarisme. Hein, c'est pas l'idée que ce que la majorité veut, elle peut l'avoir. C'est pour ça que j'appelle le libéralisme une restriction mentale. On va peut-être passer à une autre question pour assurer que la prise de parole soit la plus équilibrée possible. En fait, une question, une petite précision. Vous avez placé votre présentation ici dans le cadre de la philosophie politique. Oui. Et l'objectif, si j'ai bien compris, pour vous, c'est de trouver des critères qui répondent à la nécessité d'une société juste. Et la société juste elle-même doit être de différentes façons. Mais le débat sur le multiculturalisme etc. se pose aussi dans la vie de tous les jours, dans le hic et nunc pour les politiciens et les politiciennes qui sont dans le quotidien. Ouais. Et j'ai l'impression que pour eux, ce débat répond à des exigences différentes. C'est-à-dire idéalement, j'imagine, ils aimeraient bien pouvoir trouver une réponse qui apporte une société juste. Mais dans l'immédiat, je crois qu'ils veulent d'abord trouver une société en paix, et parfois de façon très cynique, d'essayer aussi d'instrumentaliser le débat. Ouais. Là, je pense à la victoire de la CAQ ou de la DQ en 2008, je pense à la charte des valeurs du Québécois. Et comment est-ce que vous voyez l'articulation du débat sur ces trois notions dans le débat politique actuel, qui se situe aussi, j'ai l'impression, pas seulement dans la protection plus tellement dans la protection d'une culture nationale par rapport au fédéralisme canadien, mais dans la protection de cette culture nationale face à des minorités culturelles qui sont vues, pour des raisons que moi j'arrive pas très bien à comprendre, comme menaçantes. Et alors juste la précision que je vous demandais, c'est, vous avez parlé aussi du républicanisme dans la présentation. Juste à quoi ça correspondait, la culture par handicap ou pas. Pour la première question, c'est une excellente question, et je suis entièrement d'accord avec vous que on peut identifier, disons, trois types de postures. Il y a la posture qui est la mienne, qui est celle d'un philosophe politique, qui essaie de penser. Quand j'utilise le mot juste, c'est un terme très large. Hein. On pourrait également la société bonne, décente, convenable. Pensons à quelque chose comme un idéal. Un idéal qui n'est pas une utopie, on n'est pas dans le jacobinisme là, mais disons, avec les gens qu'on a maintenant, comment est-ce qu'on peut façonner une société qui est à peu près respectueuse de tous ses membres? Ça, c'est le registre du philosophe qui, j'espère, n'est pas complètement étrangère à celle du politique. À l'autre extrême, il y a, disons, je dirais, le politique stratégique qui va se dire, ma foi, je peux susciter de la peur. La peur, c'est gagnant sur le plan politique, hein, et on le voit un peu à travers la loi C-51 à Ottawa, hein, disons, qui va construire une peur et qui va ensuite tabler dessus. Qui va construire une peur de l'humiliation parfois. Hein. Vous ne le saviez pas avant que je ne vous le dise, mais les minorités vous prennent pour le dindon de la farce. Vous êtes en train de vous faire avoir comme des... Personne n'aime se faire dire qu'il se fait avoir. Et à force de se faire dire, on va se dire, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis en train de me faire avoir.
ça, je pense qu'il y a quelque chose, et bon, c'est la critique que j'ai faite pendant des mois, disons, de la stratégie, de la stratégie de Rainville, de la stratégie du Parti québécois de la dernière élection, c'est de créer une peur et ensuite de donner une manière de répondre à cette peur. Hein, bon, il y a quelque part entre les deux le politicien intègre qui se dit, ma foi, on vit dans un monde dans lequel cette peur a peut-être été créée. Hein, il est trop tard pour, on a beau dans des séminaires de philosophie dire elle n'a pas lieu d'être, elle a été surfaite, elle est basée sur des préjugés, etc. On se retrouve dans une situation où la paix sociale exige que nous tenions compte de cette peur comme une sorte de paramètre. Hein, comme une sorte de paramètre. Et donc là, j'ai décrit trois postures. Le premier élément de réponse à votre question, c'est de bien distinguer ces trois postures. La seconde me semble moralement odieuse. La troisième, celle que je viens de dépeindre, le politicien, c'est quelqu'un qui n'a pas le luxe de baser ses interventions purement sur, disons, des idéaux. Et donc, je crois que le travail du politicien a un côté pédagogique. Hein. Le politicien doit, je crois, faire l'inverse que de créer des fausses peurs, mais disons de dire les choses comme elles sont, quelles que soient les implications électoralistes de cela. Cela dit, peut-il complètement... Je réfléchis à voix haute, là, donc c'est pour ça que je tourne un peu en queue de poisson. Une question qui se pose, et disons-le de manière extrêmement terre à terre. Hein. J'ai parlé à je parle beaucoup avec des groupes musulmans ces temps-ci qui sont très craintifs par rapport à la situation mondiale. Hein. Le Québec c'est l'Autriche vient de voter des lois là où je pensais qu'on était dans le navet ou en lisant, mais c'est terrifiant là. Vous regarderez les lois autrichiennes qui ont été votées. Au Québec, on est encore un peu dans la petite bière. Et qui disent les choses suivantes. Écoutez, nous là, j'ai entendu à une certaine époque la même chose venant de groupes gays au moment où on avait le débat sur le mariage gay. Peut-être qu'on aurait intérêt à accepter certaines contraintes, hein, et ne pas revendiquer notre plein droit par peur, dans l'état actuel des choses, telles qu'elles sont en 2015, de ne pas susciter un truc encore pire. Hein? En termes de réaction. Ouais. Et c'est sûr que c'est horrible à entendre, hein, d'entendre d'une minorité, de groupes minoritaires, écoutez, là, on est prêt à dire à notre monde, écoutez, là, peut-être qu'on devrait mettre un peu d'eau dans notre vin, accepter certaines restrictions qu'on voudrait nous imposer, parce que si on ne les accepte pas, et si on se met au niveau du principe, on risque d'attirer une fougue encore plus importante, un populisme encore plus... cette situation, je la trouve horrible, je la trouve intenable, mais je peux comprendre qu'à la fois des membres de ces groupes minoritaires-là et parfois des politiciens se disent, écoutez, là, il faut jouer le court terme en pensant au long terme. Et peut-être qu'en poussant trop fort sur, disons, le pur respect des... c'est horrible à y penser. Et dans le cas je me rappelle d'avoir eu le débat avec des partisans du mariage homosexuel en se disant on va attirer la fougue de tous les rednecks, etc. Peut-être qu'on devrait un peu mettre... En fait, compte, ils ont eu tort. Hein, le passage du mariage gay au Canada, un an plus tard, personne ne se rappelait de la raison pour laquelle on pensait que c'était à ce point problématique. Les peurs qu'on avait de susciter une sorte de réaction étaient surfaites. Le sont-elles dans ce cas-ci? Je ne le sais pas. Pour ce qui est du républicanisme, je préférerais... on pourrait peut-être prendre 2 minutes, ce serait tout un autre exposé. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Il y a une question qui me revenait constamment, puis ça s'explique sans doute mon questionnement par rapport à une différence de perspective, philosophie politique versus sociologie des religions et politique publique. Oui. C'est une frustration qu'on est plusieurs à partager dans le domaine que le débat, d'abord pour traiter de la religion sans en parler, puis ensuite en parler directement, est-ce que
on n'aurait pas avantage plutôt que d'aller du côté de l'interculture. Je me questionne beaucoup là, sur est-ce que plutôt que d'aller là, puis en attendant que ça se développe, tout en sachant que du point de vue des politiques publiques, les controverses circulent. Moi, ce que je sais depuis 20 ans d'analyse des politiques publiques en matière religieuse, c'est que ça vient rarement de circonstances internes ou de développement interne, c'est des controverses qui circulent. Et puis 5 ans, 10 ans après, ben là c'est bien plus vite avec les réseaux sociaux, oui. Ça arrive ici, oui. Puis on greffe un problème sur une solution, ou une solution sur un problème, ça se fait de façon tout à fait arbitraire. Je pourrais parler oui. Longuement là-dessus. Ma question c'est, oui. Est-ce que c'est vraiment du côté de l'interculture qu'on doit, je comprends que comme philosophe oui. Politique, votre inclination soit d'aller là, mais moi je me demande, parce que puisque vous avez parlé des groupes hassidim que je connais un peu, parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, on était sur le terrain, oui. On savait que les hassidim, première communication il y a fort longtemps, que j'ai faite avec d'autres qui connaissaient le sujet bien mieux que moi, c'était « L'habit ne fait pas le moine ». Ça portait sur les hassidim montréalais. Beau titre de communication sur les hassidim. Oui, c'était en 83, puis on savait que le Rebbe, il était à New York. C'était pas le Shtetl. À Brooklyn, oui, tout à fait. Bon. Et ça, on fait l'impasse, le débat public fait l'impasse sur toute une sociologie politique et des politiques publiques en matière religieuse depuis 40, 50 ans, des choses qu'on sait depuis très longtemps sur la diversité religieuse faite par le bas. Il y a la question qui se pose, donc pourquoi aller de ce côté-là, du côté de l'interculture, surtout étant question de religion, parce que déjà, et là, nos collègues anthropologues, sociologues nous diraient société, culture, société, religion, c'est pas la même chose non plus. Puis ça peut amener à des sacrées dérives, surtout quand du côté de ce que je comprends des esquisses de Bouchard, c'est une espèce de status politique des cultures, là. C'est des cultures majoritaires, des cultures minoritaires. Mais ce que sont les cultures dans les faits culturels, là, c'est pas un spécialiste des faits culturels, il n'a jamais été, c'est plutôt de la socio-histoire, plutôt quelque chose de très surplombant aussi. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Là. Où est-ce qu'on va trouver les... Ce que j'aime dans l'idée d'interculture, c'est qu'elle elle ouvre la porte, même si ce n'est pas fait d'une manière qu'on pourrait juger entièrement adéquate dans les travaux de Gérard, elle ouvre la porte à l'idée d'une certaine dynamique de l'interaction entre les cultures et de l'évolution des cultures. Alors, quand j'ai terminé, je me rendais compte que j'avais abusé de mon temps et j'essaie de terminer rapidement. J'ai dit qu'il y avait une sorte d'ambiguïté dans les travaux de Gérard Bouchard sur la question justement du statut. Hein. On pourrait voir la question du statut comme étant une question purement empirique, hein, rien de normatif. Hein. On est au Québec dans une société où effectivement, il y a à peu près 5 modèles de différentes permutations qu'il pourrait y avoir entre minorité et majorité, et le Québec correspond à un de ces modèles-là. On a une culture qui correspond à 75%, 80% de la population, et d'autres cultures qui sont, disons, mises sur le plan numérique, lourdement minoritaires par rapport à elles. On peut prévoir, et encore une fois, rien de normatif là-dedans, que simplement par les dynamiques qui se mettront en place quand les cultures interagiront librement, que l'impact de la culture majoritaire sera beaucoup plus important. Et on ne fait aucun constat. On ne fait que constater, on ne tire aucune conclusion normative. Il me semble que parfois chez Gérard, il y a quelque chose de plus. Hein? Il y a une sorte de normativité larvée, hein, qui dit que non seulement c'est un fait, mais c'est bien. Hein? Et là, on pourra en débattre. Hein? Comme toute proposition normative, elle est ouverte au débat. Mais pour revenir à votre question, il me semble que, disons, au moins, on a une proposition dans le paysage des idées et des idées québécoises qui met l'accent sur, disons, le fait que les cultures, en interagissant, se modifient, se changent, que ce n'est pas la fin du monde, et
voilà. Donc, je voulais pas, et je voudrais pas que vous ayez l'impression, j'ai écrit 2-3 textes dans lesquels je critique, je pourrais vous les envoyer si vous voulez, là, le modèle précis que Gérard présente, mais il me semble que ça a l'avantage par rapport aux produits plus philosophiques que ça introduit l'idée d'agentivité culturelle est audible dans ce cadre-là, alors qu'il est peut-être un peu moins dans un cadre libéral. Une autre chose que vous avez dite en passant mériterait là qu'on réfléchisse énormément. Il y a une hypothèse, je crois, qui était présente dans les travaux de beaucoup de nos auteurs là, qui vont Rawls 70, Kimlicka qui en hérite, qui est que l'évolution de la sécularisation des sociétés occidentales continuerait sans obstacle, hein, que la privatisation de la religion serait quelque chose qui continuerait, et que donc placez-vous dans un contexte des années 70 au Canada. Hein. Pourquoi est-ce que le multiculturalisme naît? Bon, peut-être qu'il y avait donc une intention machiavélienne de la part de Trudeau de noyer le caractère distinct du Québec, mais il y avait essentiellement la commission Laurando-Dutton qui avait parlé des deux cultures. Il y avait des Ukrainiens puis des Polonais extrêmement politiquement organisés dans les prairies qui se sont dit « et nous ». Hein? Et donc, on invente l'idée de multiculturalisme. Bon, c'est un peu potted history, là, comme on dit en anglais. Mais ce sont les groupes ethno-culturels qui sont religieux seulement dans un 2e, 3e, 4e ou 5e temps, qui s'agitent un peu et font naître cette idée du Canada comme une société multiculturelle. Je pense que l'essor ou la robustesse disons, des appartenances religieuses et je parle pas seulement, l'islam nous sert souvent d'exemple, mais c'est pas seulement l'islam, hein, quand on regarde les États-Unis et même chez nous, là, le développement des christianismes évangéliques, l'idée que les religions allaient peut-être pas disparaître, mais très gentiment se privatiser de sorte qu'on n'ait pas à en tenir compte dans la philopolitique, cette idée-là, je pense qu'on peut la laisser de côté pour l'instant, mais on ne s'est pas vraiment donné des moyens de réfléchir au caractère distinct de la religion. Donc, vous avez entièrement raison qu'une hypothèse simplificatrice qui était présente dans mon travail, j'en suis conscient, et c'est quelque chose que j'essaie d'aller au-delà de ça, c'est de plaquer un peu religion sur culture. Hein? De plaquer un peu religion sur culture. Je défendrais cette assimilation dans une certaine mesure parce qu'il me semble que parfois, nous avons trop tendance à déculturaliser la religion. Hein, à faire de la religion une pure histoire de croyance, hein, de thèse. Être chrétien, ça veut dire croire A, B, C, D, E. Être juif, ça veut dire croire G, H, I, J, K. Alors que les religions sont des pratiques. Hein, une sorte de protestantisation de la religion en philosophie politique qui consiste à l'internaliser, à l'intellectualiser et à la transformer en un ensemble de thèses que je voudrais résister. Et donc, il y a quelque chose dans la culturalisation de la religion que je revendiquerais. Cela dit, c'est pas la même chose que les Ukrainiens du Manitoba qui s'agitent en 1972 parce qu'ils ne voient pas leur place au soleil dans le régime Laurando-Dutton. Et encore une fois, c'est un défi qui nous pend au nez. Nous ne pouvons pas faire... Kimlicka lui-même a un texte dans lequel, essentiellement, il dit, écoutez, le nouveau défi, le new frontier là, du multiculturalisme, ce n'est pas l'ethnoculture, les ethnocultures, les immigrants, etc. C'est la religion. Est-ce que mes catégories sont adéquates pour penser à ces questions-là? Non. Comment faire? Avenir. Oui. Je me donnerai le droit de parole. Je vous le reconnais. Je vous ai écouté avec énormément d'attention et d'intérêt. Et donc, je fais un retour sur le colloque qu'on a vécu au mois de novembre, oui, avec une interrogation qui était la nôtre, c'est-à-dire d'ouvrir la notion de diversité et peut-être justement de voir cette notion de... Bon, vous venez d'aborder ce lien étroit, je comprends bien, entre culture et religion. Vous avez aussi abordé la question des cultures nationales, mais pour penser la question de la diversité dans des sociétés
disons, libérales, comme les nôtres, c'est beaucoup plus vaste que ça. Hein. Et là, je pense même à diversité culturelle en sortant du cadre ethnoculturel qui s'impose pour toutes les raisons qu'on peut discuter. Est-ce que dans la pensée qui est la vôtre, il y a de l'espace? Hein? Vous avez utilisé le terme forme de vie qui nous attire toujours énormément pour travailler, je dirais, de l'intérieur cette idée de culture, en pensant aussi que les sujets qui sont la travaillent par leur agentivité, le font de diverses manières, et pas nécessairement seulement dans des cadres de grande tradition, par exemple, et viennent enrichir la société. Alors, comment vous réfléchissez à ces questions? Oui, donc tout à fait, et encore une fois, c'est dans une brève intervention, et en reprenant un peu les termes, je suis tout à fait d'accord avec vous que un des débats que j'ai eu moi-même avec Will concernait... Bon, alors je fais partie des gens qui lui ont reproché l'inadéquation entre son cadre normatif, au fond, permettre aux gens d'avoir les conditions qui... d'accorder aux gens les conditions qui leur permettront d'être des agents à plein titre. Hein. Quand on part de cette ambition normative fondamentale et qu'on se retrouve en fin d'argumentaire à ne défendre au fond que... pas que ce soit négligeable, mais à de défendre au fond que le droit des Catalans, des Québécois, des Écossais à une certaine part d'autodétermination à l'intérieur d'espaces fédéraux, il y a quelque chose il y a une réduction qui s'est opérée. Bon, j'ai parlé beaucoup, disons, du fait que dans une société comme le Canada, on ne peut pas reléguer aussi facilement au banc de la théorie les importants groupes immigrants qui se sont constitués. Mais j'ai parlé également par exemple, de minorités sexuelles, de minorités d'orientation sexuelle qui commencent à prendre la forme de culture. On sait à quel point la concentration, à une certaine époque, peut-être moins aujourd'hui en Amérique du Nord, mais à une certaine époque, la concentration géographique était importante pour, disons, permettre une sorte d'émergence d'une confiance et d'un self-awareness d'une communauté gay. Hein. On a vu ça dans à peu près toutes les grandes métropoles et même moins que métropoles du monde, qu'une certaine concentration géographique et donc la création d'une sorte de culture était une condition de possibilité de l'émergence d'un mode de vie. Donc moi, pour ma part, je trouve que cela ne fait pas du tout... que ça fait partie des choses dont il faut parler. Oui, donc je ne crois pas qu'il faille limiter le regard au simple groupe ethnoculturel. Il s'impose à nous de par le nombre et l'importance des situations où les conflits ethnoculturels et les conflits aussi interreligieux ont surgi, mais je ne pense pas qu'il faille limiter le regard à cela. Je pense que... Il n'y a pas d'autres questions. Vous en avez une? Tant que je suis sur mon train là, à 3h et quelque chose... D'accord. En fait, c'est une question à caractère très général qui me vient sûrement de mon parcours de sociologue. Oui. La question... autour de cette histoire de restriction interne, autour de cette question, si vous avez dit à la fin, lors de la première étude, je sais plus trop, qu'il fallait, pour pouvoir produire du commun, se donner des manières communes de le faire. Et donc, c'est un peu cette question-là du commun ou de l'articulation entre espace privé et espace public, par exemple, dans le cas de la question religieuse. En fait, pour reformuler d'une façon très simple, je dirais que j'ai le sentiment que l'approche libérale désarticule, si on veut, l'individu d'un espace collectif d'un espace social, qui a donc qu'on pourrait comprendre comme étant quelque chose qui a une forme de consistance qui pourrait aller dans le sens d'une légitimation
normative d'une restriction interne. Donc, simplement pour vous entendre sur cette place du collectif, parce que dans toute cette réflexion, le collectif, ce qu'est la société, la question de la culture est un petit peu absente, mais c'est vraiment dû à la priorité. Oui, non, mais c'est effectivement... Si la culture n'appartient pas à un individu, elle n'appartient pas non plus à un territoire. Ouais. Donc aussi dans l'articulation majorité-minorité, ben, on est dans la minorité d'une majorité quand on a déménagé d'un endroit où on était la majorité dans notre territoire d'origine. Donc il y a comme... La culture ne se pose pas non plus comme question en dehors d'un espace social qui est aussi politique, qui est aussi historique, qui est aussi évidemment linguistique. Vous avez parfaitement raison qu'il y a une certaine cécité, je dirais, par rapport au collectif, mais c'est une cécité qui n'est, contrairement à d'autres cécités, c'est une cécité un peu voulue. C'est pas un simple angle mort. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Et c'est peut-être... quelqu'un disait à un moment donné que dans nos débats sur tous nos débats des 10-15 dernières années sur l'intégration des immigrants à la religion, etc., c'est peut-être pas un accident que tous ceux qui sont pour une sorte de reconnaissance des accommodements, la tolérance, etc., sont des philosophes, alors que de l'autre côté, on trouve surtout, je ne vous connais pas, des sociologues. Et c'est pas un hasard, les sociologues seront peut-être plus conscients là, des conditions sociologiques pour le maintien d'une certaine cohésion sociale, alors que les philosophes vont avoir tendance à voir les choses du point de vue du principe. Hein, et je ne voudrais pas répudier complètement, rejeter du revers de la main ce diagnostic de l'état de nos débats intellectuels. Cela dit, et il y a parmi nous, pas parmi nous dans la salle, mais parmi nous dans le débat intellectuel, des gens qui... dès que je commence à me dire, oui, il faudrait que je tienne davantage compte de ce genre de considérations, vont me faire sentir à tel point que le collectif, c'est essentiellement une sorte de shorthand, comme on dit en anglais, pour la voix de certains groupes bien identifiables qui se transforment en quelque sorte en vecteurs de la normativité collective. Hein? De dire que on adhère quand on arrive dans un nouveau milieu, qu'il y a des règles du jeu qui sont différentes de celles du pays dont... Je pense qu'il n'y a pas un immigrant au monde. Hein? Il n'y a pas un immigrant au monde qui n'en est pas conscient. Je suis fils d'immigrant et c'est quelque chose dont je parlais beaucoup avec mes parents. Et les règles du jeu sont quelque chose qui se constitue en quelque sorte collectivement. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui les édictent. Il y a des lois, évidemment, qui sont édictées, mais la manière de se comporter socialement. Des choses aussi banales que la distance à maintenir entre deux individus quand on se parle. La manière par laquelle on s'adresse la parole. L'immigrant est quelqu'un qui doit constamment rechercher des codes et s'y adapter. Hein? Par-delà les lois explicites. Il n'y a pas un immigrant au monde qui n'est pas conscient de ce fait et qui parfois ne se met pas les pieds dans les plats de cette manière-là. Quelle est la nature de ces codes? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a une prêtrise là, qui les édicte? Non, elles sont le résultat d'un travail collectif qui n'est pas le résultat donc d'un individu, de groupes d'individus. Ce sont des forces qui ont travaillé notre collectivité de manière fondamentale à travers les décennies et les siècles, qui ont donné lieu à ces codes. Et là-dessus, nier l'existence donc d'un social et du poids normatif du social de ce point de vue-là, ce serait totalement bête. Par contre, moi, j'entends souvent, non pas dans votre intervention, mais dans l'intervention de ceux qui vont souvent dire que une société, ce n'est pas qu'un amas d'individus, il y a un poids et une sorte comment dire, il y a une société à laquelle on doit adhérer. J'entends beaucoup plus quelque chose comme certaines sections, certaines opinions, certains points de vue sur ce qu'est la société qui tentent de s'ériger en code. Et là-dessus, j'ai envie de réagir et de dire non. Et de le faire peut-être à partir d'un point de vue qui, par retour du balancier, devient un peu trop individualiste au sens où les philosophes peut-être le sont peut-être un peu parfois. Donc il va falloir que nous trouvions une manière de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes. Mais je reçois ce que vous dites.
Entre le philosophe et le Vraiment, prosélyte. Entre les philosophes et les sociologues, il faudrait inventer une... La différence entre le point aveugle et l'angle mort, peut-être. Hein? Excusez-moi, une façon de réconcilier ces deux points de vue opposés ne serait pas de dire que la société, par rapport à l'individu tel que le libéralisme le conçoit, elle se trouve dans la tête de l'individu. Et donc même si l'individu est fonctionnellement seul et libre, en réalité il fonctionne avec des codes effectivement qui ont été incorporés dans chacun, et cet ensemble de personnes qui agissent chacune en regardant ce que font les autres, ça forme une pratique sociale. Et si je pouvais conclure peut-être avec une phrase, disons, ce qui pour moi point un peu à l'horizon, la conclusion que je ne me sens pas en mesure de défendre entièrement, mais par laquelle j'ai toujours été tenté, c'est l'idée que une société multiculturelle au sens empirique, là, pas du terme, là, une société marquée par la diversité culturelle, est une société dont la réussite dépend moins des mesures politiques qui seront adoptées afin de gérer cette diversité que par... pour utiliser un terme un peu vieillot qui a encore sa place dans la philosophie morale, les vertus de caractère des individus. Peut-être que ce qui est important, c'est de former des citoyens multiculturels. Et là, j'entends pas rose bonbon, là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on apprend à tout le monde à l'école à se tenir la main et à fêter toutes nos fêtes, quoique c'est pas une mauvaise chose non plus de le faire, mais d'avoir une sorte de compétence citoyenne qui nous permet de naviguer. Et cette compétence-là, je m'arrêterai peut-être là-dessus, je terminerai peut-être avec l'épisode qui a historiquement peut-être donné naissance à tout le débat que nous avons donc depuis une décennie maintenant sur les accommodements raisonnables. C'est le cas Multani, qui était le cas du Kirpan à l'école. Hein? Quand on y pense, le cas Multani aurait pu se régler en 48 heures. Plutôt... Il s'est réglé. Ben, il s'est réglé, mais malheureusement, il a été ensuite déréglé. Bon, si vous ne connaissez pas le cas Multani, c'est le cas de l'enfant dans une école de Montréal qui se présente avec son kirpan à l'école, le kirpan tombe du vêtement, les autorités de l'école sont affolées. Qu'est-ce que c'est ça? Une arme, un poignard à l'école? Non, c'est pas un poignard, c'est un symbole religieux. On convoque les parents, on convoque les instituteurs, on s'entend et on trouve un arrangement tout à fait décent et correct. L'enfant peut venir à l'école avec son kirpan, mais il faut qu'il soit vraiment attaché, serré, dans une sorte dans une étui, voilà. Et tout le monde repart de la réunion en se disant, bon, tout le monde a fait un compromis, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. C'est par la suite que les choses se sont judiciarisées. Ces gens-là avaient le genre de compétences, là, le genre de compétences citoyennes à s'asseoir avec des gens et à trouver des compromis, non pas, qui ne reflètent pas des principes abstraits, mais qui sont simplement le fait d'avoir une certaine vertu, une certaine disposition à une certaine créativité. Ces gens-là l'avaient et le bas a blessé lorsque la situation s'est judiciarisée. Donc, moi, je crois beaucoup à cette compétence citoyenne-là. Elle ne se façonne pas nécessairement naturellement, elle doit être éduquée, mais... si je regarde un peu vers où me dirigent mes travaux maintenant, c'est peut-être moins vers une sorte de philosophie politique de la diversité culturelle et peut-être davantage vers une philosophie morale de la diversité culturelle à suivre.